Dans les quartiers huppés d'Abuja, Obinna vivait dans un monde d'abondance, un empire qu'il avait bâti à la sueur de son front, loin des projecteurs mais toujours dans le luxe. Ses entreprises dans le pétrole, l'immobilier et la technologie faisaient de lui l'un des hommes les plus influents du Nigeria. Pourtant, malgré les apparences, un vide le rongeait, l'incertitude. Il avait rencontré Nena, une jeune femme élégante, belle, au sourire doux et au regard sincère, lors d'un gala de charité. Leur histoire d'amour fut rapide, intense, et quelques mois plus tard, ils se mariaient dans une cérémonie somptueuse retransmise sur les chaînes locales. Mais après 3 ans de mariage, un doute viscéral naquit en lui, et si Nena ne l'aimait que pour sa fortune? Cette pensée, au départ fugace, devint une obsession. Obinna, homme secret et stratège, décida alors d'éprouver son couple d'une manière extrême. Il allait disparaître du monde du luxe, feindre sa chute financière et vivre comme un homme brisé. Il voulait savoir, si tout venait à s'effondrer, Nena resterait-elle à ses côtés? Ou le quitterait-elle sans se retourner? Il en parla uniquement à son avocat personnel, un homme de confiance du nom de Yakubu, et à Chinedu, son chauffeur de longue date. Il ne devait rien dire à personne, et surtout pas à Nena. Le plan était minutieusement orchestré, des rumeurs de faillite lancées dans les médias, des faux documents bancaires, des retraits massifs de fonds vers un compte sécurisé à l'étranger. En moins d'une semaine, le monde entier pensait qu'Obinna avait perdu toute sa fortune à cause d'un mauvais investissement dans une société minière au Congo. Le soir de l'annonce, il rentra chez lui plus tôt que d'habitude. Son visage était fermé, son regard lourd. Il trouva Nena dans le salon, vêtue de soie, un verre de vin à la main, feuilletant un magazine. Lorsqu'il lui annonça, la voix tremblante, qu'il avait tout perdu, son expression se figea. Elle le fixa un long moment, les lèvres entr'ouvertes, avant de poser lentement son verre. Elle ne dit rien d'abord. Le silence s'installa comme une chape de plomb. Puis, d'une voix brisée, elle demanda comment c'était possible. Il répondit par un tissu de mensonges bien rodé. Elle s'écroula dans le canapé, les larmes coulant sur son visage. Les jours qui suivirent furent sombres. Obinna fit semblant de vendre leur voiture, leur villa, et ils déménagèrent dans un petit appartement délabré au cœur de Nyanya, un quartier bruyant et modeste. Nena semblait perdue. Elle ne se plaignait pas, mais son regard n'était plus le même. Elle passait de longues heures à fixer le plafond, parfois en silence, parfois en pleurant doucement. Obinna observait tout, notait chaque geste, chaque mot. Il était à la fois déchiré par la douleur qu'il lui imposait et fasciné par sa réaction. Il s'attendait à ce qu'elle le quitte, qu'elle crie, qu'elle parte. Mais elle restait. Un matin, elle se leva plus tôt que d'habitude, lui prépara du thé avec du pain rassis et dit calmement qu'il fallait qu'ils cherchent du travail, tous les deux. Ce jour-là, Obinna sentit son cœur se serrer. Il la suivit dans les rues poussiéreuses, feignant de chercher du travail comme un homme déchu. Il prit une petite place sur le marché pour vendre des écouteurs et des chargeurs bon marché. Nena, de son côté, proposa son aide dans une petite cantine du quartier. Le soir, elle rentrait fatiguée, les mains abîmées, mais elle lui souriait. Elle faisait semblant d'être forte. Cela le bouleversa. Mais au fil des semaines, il commença à remarquer des changements étranges. Elle s'absentait parfois le soir, prétextant devoir aider une amie malade. Elle recevait des appels qu'elle coupait en sa présence. Elle changeait de vêtements avant de sortir, se maquillait légèrement, chose qu'elle n'avait plus faite depuis leur chute. Obinna, rongée par le doute, décida de ne plus se contenter d'observer. Un soir, il la suivit discrètement. Elle monta dans une voiture noire conduite par un homme en costume, et disparut. Ce fut un choc. Le lendemain, elle rentra tard, prétendant que son ami allait mieux. Il ne dit rien. Mais une nouvelle obsession naquit en lui. Qui était cet homme? Et pourquoi mentait-elle? Il n'était plus certain de rien. La frontière entre son jeu et la réalité devenait floue. Il se rendait compte qu'en cherchant à tester l'amour de sa femme, il était peut-être en train de tout détruire. Pourtant, il ne pouvait plus reculer. Il devait aller jusqu'au bout. Pour la vérité. Pour lui-même. Le quartier de Nyanya s'animait dès l'aube, entre les cris des vendeurs, les klaxons des taxis fatigués et l'odeur du gari chaud flottant dans l'air poussiéreux.
Obina, autrefois maître du silence feutré de ses bureaux luxueux, vivait maintenant au rythme des clapas et des petits boulots. Chaque matin, il quittait leur modeste pièce en béton décrépit, installait sa petite table bancale au bord du marché, étalait ses articles électroniques bon marché et attendait. Le soleil de plomb, la sueur qui collait, les regards méprisants, tout cela faisait partie du test. Il ne devait pas faillir. Et pourtant, chaque jour alourdissait davantage sa conscience. Nena, elle, semblait s'adapter en surface, mais ses yeux perdaient lentement leur lumière. Elle s'était arrangée pour être engagée dans une petite cantine de fortune, lavant les marmites noircies, servant les ouvriers affamés, essuyant les tables graisseuses. Elle rentrait souvent tard, les mains tremblantes, couvertes de sueur et de fumée. Elle ne se plaignait jamais, ne posait pas de questions, mais son silence était un cri que seul Obina entendait. Un soir, elle s'assit en face de lui, la lumière vacillante d'une bougie entre eux, et lui dit qu'elle avait postulé dans un hôtel pour un poste de femme de chambre, espérant un meilleur salaire. Il hocha la tête en silence, le cœur serré. Il voyait en elle une femme qui se battait pour deux, qui refusait de céder au désespoir. Mais quelque chose ne collait pas. Depuis quelques jours, elle rentrait plus tard que d'habitude. Certains soirs, elle rentrait changée, maquillée, avec des vêtements propres qu'elle ne portait jamais pour aller travailler à la cantine. Elle prétendait rendre visite à une amie malade ou être restée plus longtemps pour nettoyer après une réception. Obina se disait que c'était peut-être vrai. Peut-être qu'il devenait paranoïaque, que sa propre manipulation l'emprisonnait dans une spirale de suspicion. Mais le doute persistait. Un soir, il la vit sortir, pressée, enfile un chemisier bien repassé et se glisser dans une voiture noire stationnée à quelques mètres. Il reconnut le conducteur. L'homme était grand, élégant, habillé d'un costume clair, le poignet orné d'une montre en or. Il avait déjà croisé cet homme lors de soirées mondaines, un certain Emeka, distant cousin de Nena. Obina resta figée sur le trottoir, invisible dans l'ombre. Le véhicule démarra en trombe. Ce fut comme un coup de poing dans la poitrine. Il passa la nuit à marcher dans les rues, incapable de rentrer. Lorsqu'il revint à l'aube, elle dormait paisiblement, le visage tourné vers le mur, les traits détendus. Il se demandait, est-ce que l'amour de Nena avait résisté à la pauvreté ou était celui, Obina, qui avait détruit quelque chose d'irréparable en elle? Le lendemain, il décida de la suivre. Il s'arrangea pour terminer plus tôt au marché et se rendit à l'hôtel où elle avait prétendu travailler. Il demanda discrètement à voir la liste du personnel. Le nom de Nena y figurait bien. Femme de chambre, service du soir. Cela le soulagea un instant, avant que la colère ne reprenne le dessus. Pourquoi mentait-elle? Pourquoi ces vêtements, ces disparitions, cette voiture? Il attendit devant l'entrée du personnel. Vers 22 heures, il la vit sortir, fatiguée, traînant les pieds. Mais quelques minutes plus tard, la même voiture noire l'attendait de nouveau. Cette fois, elle monta sans hésiter. Obina courut discrètement après le véhicule, puis sauta dans un kek. Ils roulèrent jusqu'à un quartier résidentiel de Wuz, devant une villa luxueuse. Il resta caché, observant depuis la grille entr'ouverte. Nena descendit seule. Emeka ne la suivit pas. Elle entra dans la maison. 15 minutes passèrent. 20. 30. Puis, elle ressortit, un petit sac à la main. Le conducteur ouvrit la porte, elle monta, et ils disparurent. Le cœur d'Obina battait à tout rompre. Le lendemain, il confronta Chinedu, son chauffeur resté discret jusque-là. Il lui demanda de suivre discrètement la voiture la nuit suivante. Chinedu accepta sans poser de questions. Le soir venu, Obina fit semblant de dormir. Nena sortit, comme prévu, à la même heure. Chinedu suivit la voiture à distance. Elle s'arrêta à la même villa. Mais cette fois, Chinedu pénétra plus loin sur la propriété grâce à une entrée latérale. Il envoya une série de photos à Obina, Nena assise dans une grande cuisine, parlant à une femme âgée malade dans un lit. Emeka n'était pas présent. En légende, Chinedu écrivit, elle vient aider cette vieille femme tous les soirs, apparemment la tante de sa mère, malade depuis des mois. Obina sentit ses jambes se dérober. Une honte glaciale le submergea. Pendant qu'il se noyait dans ses soupçons,
Elle se tuait pour garder vivante une promesse familiale. Le lendemain matin, il ne dit rien. Il se contenta de l'observer pendant qu'elle préparait le petit déjeuner avec tendresse. Mais l'attention ne retomba pas. Quelques jours plus tard, Chinédou lui apprit autre chose. Emeka, le cousin en question, n'était pas qu'un simple chauffeur désintéressé. Il avait proposé à Nena de l'aider à trouver un meilleur emploi, mais il s'était montré trop insistant, presque menaçant, en échange de cette soi-disant générosité. Nena l'avait repoussé plusieurs fois, mais elle n'avait rien dit à Obinna pour ne pas le blesser davantage. Elle croyait qu'il était trop fragile pour affronter une autre vérité. Obinna se sentit foudroyé. Il avait tellement douté, tellement misé sur l'illusion de sa ruine qu'il en avait oublié la réalité de sa femme. Elle était restée. Elle s'était battue. Elle avait même menti, oui, mais pour protéger leur dignité, leur honneur. Il se demandait à présent s'il avait encore le droit de la juger. Mais la vérité était plus cruelle encore, il s'était trahi lui-même. Il avait construit ce test pour connaître l'amour, et en retour, il s'était perdu. Chaque mensonge de sa part avait érigé un mur entre eux. Il ne savait plus comment redescendre. Il pensa à tout arrêter, à lui révéler la vérité, à lui rendre leur vie. Mais il redoutait sa réaction. Lui pardonnerait-elle? Le croirait-elle encore? Ou le haïrait-elle pour l'avoir humilié, manipulé, blessé? Un soir, alors qu'il était seul dans leur chambre, il entendit Nena pleurer dans la salle de bain. Pas des sanglots bruyants. Des larmes étouffées, retenues. Il s'approcha doucement. À travers la porte, il entendit sa voix murmurer, « Dieu, donne-moi la force de continuer. Je l'aime, même dans cette pauvreté. Mais parfois, je me demande s'il est encore lui-même. S'il est encore mon mari. Ou un fantôme. » Obinna recula, le cœur en miettes. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Le matin venu, il fixa son reflet dans le miroir fissuré. Il ne voyait plus l'homme fort et fier qu'il était. Juste un homme perdu dans son propre piège. Il ne savait pas encore que le pire restait à venir. Le soleil déclinait lentement sur les toits rouillés de Gnagna lorsqu'Obinna, assis sur le rebord de son matelas effondré, sentit pour la première fois depuis des semaines un poids lourd s'écraser sur sa poitrine, plus fort que le doute, plus profond que la honte, la peur de l'avoir définitivement perdu. Nena rentrait plus tard encore ces jours-ci, parfois les vêtements froissés, souvent le regard lointain. Il lui souriait mécaniquement, elle lui répondait avec une tendresse distante, un amour fatigué, usé par le silence. Il n'osait plus poser de questions, de peur de la faire fuir. Il passait ses journées au marché, le visage durci, vendant ses babioles comme un automate, puis rentrait dans la pénombre de leur chambre, mangeait en silence, écoutait les bruits de la rue comme pour fuir ceux de sa conscience. Un soir, alors qu'il rentrait plus tôt à cause d'une pluie battante, il trouva Nena sur le sol, ramassant des vêtements mouillés que le toit percé avait laissé tremper. Elle ne se plaignait pas, ses mains tremblaient, son visage était pâle. Il voulut l'aider mais elle recula, doucement, sans un mot. Ce recul lui fit plus mal qu'une gifle. Il sortit sans rien dire, marcha sous la pluie, les pieds nus dans la boue, les pensées en feu. Tout s'effondrait lentement. Le mur entre eux devenait un gouffre. Le lendemain, déterminé à comprendre ce qu'il ne voyait pas, il retourna à Wuz et tenta de rencontrer la vieille dame que Nena aidait. Il attendit toute une matinée devant la villa, déguisée, sale, invisible. Quand la porte s'ouvrit, il la vit, fragile, en fauteuil roulant, poussée par une infirmière. Il s'approcha et, prétextant chercher un emploi, engagea la conversation. L'infirmière, trop occupée, le laissa parler avec la vieille femme. Celle-ci, le regard clair malgré l'âge, lui parla doucement de Nena. Elle la décrivit comme une bénédiction, comme la seule à ne jamais lui avoir tourné le dos après son AVC. Elle raconta comment Nena passait chaque soir après son travail, massait ses jambes, lui racontait des histoires pour la faire rire, faisait ses courses, nettoyait sa chambre, changeait ses draps, toujours avec douceur, sans jamais se plaindre. Obinna sentit son cœur se briser encore un peu plus. Tout ce qu'il pensait voir comme des signes de trahison n'était en réalité que des actes d'amour, de loyauté. Et lui? Il avait tout inventé, tout perverti. Il avait transformé une femme forte et dévouée en suspecte. Mais un nouveau doute le rongeait,
car l'infirmière, en reprenant la conversation, parla d'un détail qui troubla Obina. Elle mentionna qu'un homme passait parfois aussi, laissant des enveloppes d'argent, demandant à rester anonyme. Elle supposait que c'était un parent, un bienfaiteur. Obina comprit alors que ce n'était pas seulement la volonté de Nena qui avait permis à cette femme de survivre, mais aussi une aide discrète, extérieure. Un nom lui vint en tête comme un frisson, Emeka. Il rentra chez lui avec les nerfs à vif. Il ne mangea pas. Il observa Nena toute la soirée, cherchant dans ses gestes un indice, un mensonge, une trahison. Puis il céda. Une nuit, pendant qu'elle dormait, il fouilla son sac, chose qu'il n'aurait jamais imaginé faire. Il y trouva une lettre, pliée soigneusement, signée d'une main ferme. Ce n'était pas une déclaration d'amour, mais un avertissement. Emeka y écrivait qu'il en avait assez d'attendre, que son aide avait un prix, et qu'il était temps pour Nena de faire un choix. Obina sentit une chaleur glacée monter en lui. Il serra la lettre dans son poing, le cœur battant comme un tambour. Le lendemain, il confronta Chinedu, exigeant qu'il suive Emeka, qu'il découvre la vérité, sans filtre. Pendant 3 jours, Chinedu le suivit discrètement. Il découvrit qu'Emeka menait une double vie, homme d'affaires corrompu, manipulateur, charmeur et calculateur. Il ne voulait pas seulement séduire Nena, il voulait s'emparer de tout ce qu'elle représentait, sa force, sa dignité, son passé avec Obina. Il faisait pression sur elle, lui proposait des emplois, des appartements, une vie facile. Nena refusait toujours, mais luttait seule contre un piège qui se refermait. Obina était anéantie. Comment avait-il pu la laisser affronter tout cela sans soutien, pendant qu'il se vautrait dans ses doutes? Ce qu'il prenait pour un test était devenu une forme de trahison. Il pensa tout lui avouer. Il planifia un dîner, acheta du riz et un petit poulet rôti avec ses économies. Il prépara tout comme il le pouvait, maladroitement. Mais au moment de lui dire, il la vit sourire pour la première fois depuis des semaines. Un vrai sourire. Et il se tut. Il n'eut pas le courage de briser ce moment de paix. Pourtant, ce soir-là, tout bascula. Alors qu'il mangeait en silence, quelqu'un frappa à la porte. C'était un coursier, portant une enveloppe cachetée. Obina ouvrit. À l'intérieur, une convocation d'un cabinet d'avocats. Il faillit s'étrangler. Il demanda à Nena si elle en savait quelque chose, elle secoua la tête, confuse. Le lendemain, il s'y rendit seul. Là, dans une pièce froide, l'avocat lui annonça une nouvelle qui fit l'effet d'un tremblement de terre. Son avocat personnel, Yakubu, avait été retrouvé mort dans des circonstances étranges, et dans les jours suivants, plusieurs de ses comptes avaient été vidés, ses actifs gelés, ses sociétés désorganisées. Il comprit, trop tard, que pendant qu'il jouait au pauvre pour tester l'amour de sa femme, quelqu'un, dans l'ombre, l'avait réellement dépouillé. C'était comme une punition divine. Il n'était plus un homme riche jouant à être pauvre. Il était désormais pauvre pour de vrai. Il rentra chez lui en titubant, le visage blême, les mains tremblantes. Nena le vit entrer, comprit tout de suite que quelque chose n'allait pas. Il voulut lui parler, lui avouer, tout déballer, mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Elle s'approcha, lui prit la main. Il la regarda dans les yeux, et il sut qu'elle méritait mieux. Elle méritait la vérité. Il ouvrit la bouche, prêt à tout dire. Mais au même instant, une autre lettre fut glissée sous la porte. Il l'ouvrit. C'était une menace. Une feuille simple, avec quelques mots, « Tu as perdu ton jeu. Maintenant, regarde-la te quitter pour de bon. » Il leva les yeux, son regard croisa celui de Nena, inquiet, innocent. Elle lut la peur dans ses yeux. Et là, il comprit, il ne contrôlait plus rien. Son plan avait tout détruit. Et l'ennemi, celui qui l'avait vraiment dépouillé, se tenait quelque part dans l'ombre, observant, attendant son heure. La nuit tombait lentement sur Abuja, drapant la ville dans une atmosphère lourde, presque irréelle. Obina était resté assis pendant des heures, tenant entre ses mains la lettre de menace, ses yeux fixant le vide, incapable de penser clairement, son esprit noyé dans une tempête silencieuse. Tout ce qu'il avait voulu contrôler lui avait échappé. Ce test qu'il avait imaginé comme un simple jeu psychologique était devenu un piège cruel qui lui avait tout arraché, même ce qu'il croyait inébranlable.
Il n'était plus un milliardaire déguisé en pauvre, il n'était plus le stratège maître de son destin. Il était un homme brisé, désarmé, ruiné. Nena, de son côté, le regardait avec une inquiétude croissante. Depuis plusieurs jours, elle sentait une noirceur autour de lui, quelque chose d'indéfinissable, un poids qu'il n'arrivait plus à cacher. Elle lui posait des questions, mais il répondait avec des demi-sourires, des phrases vides, esquivant les vérités trop tranchantes. Il n'arrivait pas à lui dire qu'il avait non seulement simulé sa ruine, mais qu'il avait été réellement volé, dépouillé, trahi par une ombre encore invisible. Ce n'était plus seulement un test de loyauté, c'était devenu une question de survie. Un matin, alors qu'il essayait de contacter discrètement ses anciens partenaires pour comprendre l'ampleur du désastre, il reçut un appel d'un de ses anciens conseillers en sécurité. Une voix basse, précipitée, qui lui apprit que plusieurs documents financiers avaient été trafiqués, des signatures falsifiées, des transferts opérés par des codes qu'il n'avait jamais partagés. Le nom d'Emeka revint une fois encore dans les soupçons, associé à des comptes offshore, à des entités obscures. Obinna comprit alors que son ennemi n'avait jamais été loin. Emeka n'avait pas seulement convoité Nena. Il avait patiemment tissé sa toile pour lui voler son empire pendant qu'il se perdait dans sa propre comédie. Le choc fut brutal. Mais le pire était encore à venir. Quelques jours plus tard, Obinna reçut une invitation inattendue. Un gala caritatif dans un grand hôtel de Metama, organisé en l'honneur d'un nouveau mécène local dont le nom n'était pas mentionné. Le carton d'invitation était adressé non à lui, mais à Nena. Curieux, méfiant, le cœur battant, il laissa Nena croire qu'il s'agissait d'une opportunité d'emploi et l'encouragea à y aller. De son côté, il mit son dernier costume, celui qu'il avait gardé caché tout ce temps, et se glissa discrètement parmi les serveurs. Il voulait voir, il voulait comprendre. La salle du gala était immense, illuminée de mille feux, remplie de visages lisses, de rires polis, de coupes de champagne. Et là, au centre, dans un halo de projecteurs, apparut Emeka, souriant, triomphant, vêtu d'un costume ivoire, acclamé comme le nouveau visage de la philanthropie nigériane. Nena, vêtue d'une robe modeste prêtée par l'hôtel, servait les invités avec dignité, ignorant la présence d'Obinna, ignorant même qu'elle servait celui qui avait tenté de détruire son monde. Obinna sentit la rage monter en lui, mais il ne fit rien. Pas encore. Il attendit. Il observa. À un moment, Emeka s'approcha de Nena, posa une main sur son bras, lui murmura quelque chose à l'oreille. Elle recula brusquement, son visage se durcit, elle le repoussa du regard. Ce geste, capté par Obinna, fut comme une étincelle. Il comprit que malgré tout, malgré la douleur, malgré ses mensonges, elle l'aimait encore. Il décida alors de tout révéler. Il monta sur la scène, interrompit la musique, et s'adressa à la foule d'une voix tremblante mais déterminée. Il raconta tout. Comment il avait simulé sa faillite pour tester sa femme. Comment il avait observé sa loyauté, sa force, ses sacrifices. Comment, dans cette comédie, un véritable piège s'était refermé sur lui. Il pointa Emeka du doigt, l'accusant devant tous d'avoir profité de sa disparition, d'avoir détourné des fonds, manipulé des contrats, volé sa vie. La salle se figea. Emeka resta silencieux, mais son sourire se crispa. Des murmures s'élevèrent. Des regards changèrent. Nena, elle, avait reculé, les mains tremblantes, incapable de parler. Elle le regardait, l'homme qu'elle croyait détruit, redevenu celui qu'elle avait connu, celui qu'elle aimait, mais aussi celui qui l'avait trahi par orgueil. Elle avança lentement, s'approcha de lui sur scène, les yeux remplis de larmes. Elle ne dit rien. Elle le gifla. Une gifle sèche, cinglante, devant toute la salle. Puis elle recula, la respiration saccadée. Obinna, tête baissée, encaissa sans broncher. Il la méritait. Il la regarda partir, les talons claquant sur le marbre, son monde s'effondrant une deuxième fois, plus violemment encore. La foule était en silence. Emeka, profitant de la confusion, tenta de quitter discrètement la salle. Mais les policiers, prévenus par un contact d'Obinna, l'arrêtèrent à la sortie. Ce soir-là, Obinna ne rentra pas chez lui. Il erra dans les rues, les souvenirs de leur amour, de ses choix, de ses erreurs le hantant à chaque pas. Le lendemain matin,
il retourna dans leur chambre vide. Nena était partie. Une lettre l'attendait. Une lettre courte, déchirante. Elle disait qu'elle l'avait aimé plus que tout, qu'elle avait supporté l'inacceptable, qu'elle aurait continué à se battre même dans la pauvreté, mais qu'elle ne pouvait pas vivre dans un mensonge. Elle lui souhaitait de se retrouver, seule, comme il l'avait choisi. Les jours passèrent, et Obina tenta de reconstruire. Sans argent, sans statut, il trouva refuge dans un petit atelier, réparant des téléphones, recommençant à zéro. Il travaillait du matin au soir, acceptant son nouveau sort, espérant que le temps réparerait ce que l'ego avait détruit. Mais une nuit, alors qu'il fermait sa boutique, une silhouette familière se dessina à l'angle de la rue. Emeka. Libre. Le sourire glacial, les mains dans les poches. Il s'approcha, posa une enveloppe sur le comptoir, et murmura, « Tu as peut-être gagné la scène. Mais tu ne sais pas encore tout. » L'enveloppe contenait des photos. Des photos de Nena, avec un enfant. Un enfant que ni Obina ni elle n'avaient jamais mentionné. Un enfant qui lui ressemblait étrangement. Obina sentit le monde s'écrouler une troisième fois. Était-ce la vérité? Était-ce une dernière manipulation? Était-ce vraiment son fils? Ou une autre mise en scène pour l'anéantir? La nuit l'engloutit, et avec elle, toutes ses certitudes. Et au fond de lui, une seule pensée obsédante, et si le véritable test ne faisait que commencer? Si cette histoire t'a bouleversé, surpris ou laissé sans voix, ne garde pas ça pour toi. Abonne-toi pour ne pas manquer la suite, car ce n'est que le début. Commente ta théorie, Nena est-elle vraiment innocente? Obina mérite-t-il son pardon? Partage cette histoire avec quelqu'un qui adore les récits forts, remplis d'émotions et de rebondissements. Like si tu veux que la suite sorte très bientôt, et crois-moi, le prochain chapitre va te choquer. La vérité est parfois plus dangereuse que le mensonge. Reste connecté. La suite arrive.